On rigole, mais cette anecdote est véridique. J'ai commencé à corner quelques pages, oulala, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après, on peut faire une thérapie très courte et que ça aille vraiment bien, mais en général, pour avoir vraiment le temps d'aller fouiller tout ça, bah c'est un travail de long terme. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette partie 2 des livres que m'a conseillé ma psy. Vous avez été vraiment très nombreux à m'envoyer des messages ces derniers mois pour savoir quand est-ce que cette vidéo allait arriver. Il fallait tout simplement que ma psy me recommande des livres et que je les lise, donc forcément ça prenait un peu de temps. Et clairement depuis un peu plus d'1 an, on peut dire qu'elle a pas chômé. Ah oui, c'est-à-dire qu'en quelques mois, elle m'a quand même recommandé autant de livres qu'en 3 ans. Je sais pas trop ce que ça veut dire de mon état mental, si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je préfère pas trop aller creuser là-dessus. Et donc oui, ça fait un petit peu plus de 4 ans que je suis en thérapie, c'est clairement ma relation la plus sérieuse. Et au cours de cette période, vous allez le voir, elle m'a aussi bien recommandé des essais, des recueils, mais aussi des romans. Et ça, je trouve ça vachement chouette parce que quand ça va pas, la fiction, ça peut quand même vachement nous aider. Et ça tombe très bien, ça me fait une excellente transition pour vous parler de ce livre, Les Tourbillons de Flore Servet, qui est publié aux éditions Alice, qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Il s'agit d'une maison d'édition jeunesse que vous connaissez peut-être, moi pour le coup je ne les connaissais pas, mais ils m'ont envoyé un petit mail en me proposant de découvrir leur dernière sortie, et quand j'ai vu ce livre je me suis dit, ça parle de santé mentale, forcément c'est un sujet pour Jeannot. C'est un livre qui évoque beaucoup de thématiques, pas forcément facile, mais j'ai trouvé que c'était bien abordé, que c'était très touchant, et on va suivre une jeune fille, elle a perdu sa maman et son petit frère, et elle se retrouve avec son papa au moment où ils vont déménager pour essayer d'aller en quelque sorte vers une nouvelle vie, mais elle va nous expliquer qu'elle se sent un petit peu hors norme parce que pour son âge elle partage pas du tout les mêmes expériences que ses camarades, et là où elle se sent le mieux c'est quand elle est seule dans la nature. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, et je trouve ça trop chouette que ce soit un livre jeunesse, c'est que justement elle va se rendre compte que son père il est plus tout à fait là, son père il est vachement endeuillé, et donc elle va devoir jouer le rôle de l'adulte et être sortie de manière très violente de l'enfance. Et c'est une période parfois quand il y a des difficultés dans la vie etc, où on se rend compte, il y a toujours ce petit passage un peu difficile où on se rend compte que nos parents ils sont faillibles, nos parents c'est pas des super héros. Beaucoup de thématiques difficiles mais que je vous encourage à lire si jamais ça vous parle, toutes les questions autour du deuil. On va aussi nous parler d'agression sexuelle, elle va pas tout à fait avoir les mots pour nous en parler, donc ça va être posé un petit peu comme ça, mais ça va rester assez flou. C'est ça qui est peut-être le plus dur dans ce livre. Il n'y a pas juste un trauma, genre dans la vie ça marche pas comme ça, genre t'as ton petit événement bien traumatique dans la vie et après hop là c'est fini, t'as eu ton quota. On se rend compte que y a un effet un peu boule de neige et qu'elle essaye de naviguer parmi tout ça. C'est donc un livre que je suis très contente de pouvoir vous présenter sur la chaîne. Je pense que mis entre les bonnes mains, c'est un livre qui peut permettre d'avoir des conversations difficiles. Donc je remercie vraiment les éditions Alice de m'avoir permis de découvrir ce livre tout simplement, et aussi de sponsoriser cette vidéo qui permet de faire vivre la chaîne, et puis de payer ma thérapie, parce que ça coûte une blinde quand même, hein. Allez, avant de vous parler des livres conseillés par ma psy, je vous fais quand même un petit disclaimer, ça ne mange pas de pain. Si vous ne vous en doutiez pas, je ne suis pas une professionnelle de santé. Ah, je suis pas une psy, donc je suis absolument pas qualifiée pour recueillir vos témoignages et pour discuter avec vous des différents événements traumatiques que vous avez pu traverser. Tout ça pour vous dire de faire attention à vous, notamment dans les informations que vous pouvez laisser dans les commentaires, ça reste public, donc si vraiment vous traversez des choses très difficiles ou que juste vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à aller voir un proche ou quelqu'un de confiance. Je sais qu'on a souvent peur de déranger, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter, ou un professionnel de santé, donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il existe vraiment plein de ressources, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un prêt bancaire pour avoir un petit peu d'aide, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a aussi bien en ligne que proche de chez vous. Maintenant que c'est dit, je vous fais quand même un petit brief de ma vie, mon œuvre, pourquoi je suis en thérapie, pour avoir une idée des livres qu'on va évoquer là tout de suite. J'ai un trouble de l'anxiété généralisée, c'est-à-dire que tout est source d'angoisse dans ma vie, parfois des trucs un peu nuls, genre je peux vraiment me réveiller au milieu de la nuit en me demandant si j'ai bien rangé le jambon dans le frigo parce que je me suis fait un croque-monsieur la veille et je suis plus très sûre et ça va m'empêcher de dormir. Voilà, on n'est pas sur des angoisses hyper sympas, enfin en général les angoisses c'est pas sympa, mais parfois j'aimerais bien faire autre chose que rêver de jambon. On rigole, mais cette anecdote est véridique. C'est mon tempérament, malheureusement ça se soigne pas à 100%, je pense qu'il faut surtout apprendre à vivre avec, donc c'est tout l'intérêt de ma thérapie. Et dans les sujets on va dire qui m'ont préoccupé et qu'on va retrouver beaucoup dans les lectures, il y a beaucoup de choses sur le rapport à la famille, le rapport aux autres de manière générale, un peu les relations avec les gens qui nous entourent, le rapport au corps aussi pas mal, et la maladie. Je vous le dis en toute honnêteté ma team Jeannot, j'ai eu un peu de mal à vous faire cette deuxième partie parce que ma santé mentale est pas au top ces derniers temps. On est vraiment sur des petites montagnes russes, moi j'aime pas ça, je suis cardiaque, et là on a vraiment des hauts, des bas, on sait pas quand ça s'arrête, et des bas très bas. Donc si c'est des sujets, peut-être vous êtes pas très à l'aise avec ça, je ne vous en voudrais pas, on se retrouve sur une autre vidéo. Ça me paraît quand même important d'en parler, je pense que ces lectures elles m'ont aidé malgré tout, et que c'est cool aussi d'avoir des témoignages de gens quand peut-être tout n'est pas rose, hein, malgré cette très belle chemise. Si vous voulez donc aller voir la précédente vidéo avec
avec tout plein de recommandations, n'hésitez pas. Et puis sinon, c'est parti pour de nouvelles lectures. Je vais vous parler tout d'abord de Mon fonctionnement psychique en images d'Audrey Argel. Si vous avez vu la première vidéo, vous vous souvenez peut-être de Se faire suivre en toute sécurité, parce que c'est le deuxième. Et ici en fait c'est une psy qui nous met en image tout ce qui se passe au niveau psychique. Si je vous dis le moi, le ça, le surmoi, peut-être que c'est des concepts qui vous parlent mais vous n'êtes pas tout à fait sûr. Moi encore de temps en temps je redemande à ma psy de me faire un point sur la question. Et ce livre là justement il aide beaucoup à comprendre tout ça. En gros elle nous montre un peu les différents étages qu'il peut y avoir dans notre tête et le fait que quand on commence une thérapie on va être sur la partie un peu consciente et puis petit à petit on va aller fouiller de plus en plus bas et c'est pour ça que c'est pas toujours très agréable dans la BD, ce que je trouve trop cool. On nous montre un peu tous les étages différents, qu'est-ce qui se passe à quel niveau et comment en fait si on prend pas vraiment soin de la petite base, on construit un peu des choses de manière fébrile on va dire. Maintenant la thérapie on en parle un peu plus et c'est vachement chouette mais moi je vois pas mal de gens dans mon entourage qui en général arrêtent au bout d'un an ou deux parce que justement c'est quand on a plus creusé un petit peu la partie consciente, on n'est pas allé tant que ça au fond de l'inconscient parce que c'est vraiment pas agréable et on a commencé à avoir suffisamment de fondations pour se dire ah ok c'est bon ça va mieux, je me comprends etc. Et moi je l'ai eu aussi ce passage au bout de à peu près un an et demi où tu dis ah ouais ok c'est bon en fait ça va mieux. Il faut aller quand même un peu creuser plus si on veut pas se re-ramasser plus tard. Après on peut faire une thérapie très courte et que ça aille vraiment bien, mais en général pour avoir vraiment le temps d'aller fouiller tout ça, bah c'est un travail de long terme. Et je trouve ça hyper parlant cette illustration de la maison, parce que c'est quelque chose que je ressentais un peu avant de lire cette BD, c'est le côté où j'ai l'impression que genre ça va mieux depuis que je fais ma thérapie. En tout cas j'ai l'impression que malgré tout d'un point de vue extérieur j'ai l'air d'aller mieux, mais j'ai l'impression que je refoule un peu certains trucs et que je cache un peu des choses et que en gros ma maison elle est toute belle, j'ai mis plein de jolies fleurs, c'est bien décoré, les voisins ils se disent waouh ouais madame a la main verte et en fait dans la cave c'est pas joli, genre j'ai un peu tout balancé dans la cave, cette cave j'ai pas envie d'y aller, c'est vraiment le croque-mitaine dans Charmed, j'espère que vous avez la ref et où je veux pas aller dans cette cave parce qu'elle est pas jolie, elle est sombre et j'ai peur des choses qu'il y a dedans. Et j'en parlais à un proche il y a quelques mois, il me disait mais tu sais cette cave t'inquiète hein, peut-être elle est pas très belle, peut-être elle pue mais genre en fait on va y aller ensemble. Et peut-être qu'une fois qu'on aura fait un tour dans cette cave, on va la rénover, on va en faire une salle de jeu, on va y mettre un baby-foot, faut savoir que j'adore vraiment beaucoup le baby-foot et en fait t'auras plus peur de cette pièce après. Et j'ai trouvé ça trop beau de me dire ok déjà j'ai pas besoin d'y aller toute seule dans cette pièce, je peux avoir des gens qui m'y accompagnent et ça n'a pas besoin d'être terrifiant. En fait c'est un endroit où je peux aussi finir par me sentir bien. Et c'est pour ça que je vous disais c'était pas trop la fête ces derniers mois niveau santé mentale parce que j'ai l'impression que je suis allée justement dans cette partie de l'inconscient où je suis allée chercher des émotions que j'avais beaucoup mis de côté en me disant bah non la tristesse t'as pas le droit, la colère t'as pas le droit, les idées noires encore pire genre t'as pas le droit de ressentir ces trucs là. Et ça m'est un peu venu du coup d'un coup où j'ai eu toutes ces émotions et ça m'a grave submergée là à peu près autour de Noël dernier et j'étais en mode mais moi je veux pas ressentir tout ça et du coup de faire une thérapie et de pouvoir être accompagnée pour parler de tout ça, c'était rassurant. Mais en tout cas, une fois de plus, cette BD, je trouve, elle est vraiment géniale, elle est très très simple. Ça parle aussi un peu de tous les différents moments où on grandit dans la vie, le moment où on est enfant puis adolescent et qu'est-ce qui se joue au niveau de notre psychisme. Donc franchement c'est une BD que je trouve hyper cool. Ensuite ma psy m'a de nouveau recommandé 3 livres de David Le Breton parce que j'ai un peu différentes petites douleurs chroniques. J'ai une vision un peu genre pas très belle de la personne où je dis non mais vraiment c'est des problèmes qu'il faut qu'on répare. Genre je me présente un peu comme une personne cassée, ce qui n'est pas fou en termes d'image. Et j'ai aussi quelqu'un dans mon entourage qui a des problèmes de santé depuis une bonne dizaine d'années et où du coup ça impacte beaucoup notre relation aussi. Et le premier que j'ai lu c'est Tenir. Il va parler de douleurs chroniques et comment est-ce que quand on a des douleurs qui perdurent dans le temps, ça peut avoir des conséquences aussi bien sur le corps mais que la tête et qu'en fait on finit par juste avoir l'impression d'être notre douleur et d'être vu que par rapport à ça, que ce soit dans l'entourage etc. et même en tant que soi-même et ça devient vraiment toute notre identité. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce livre c'est que David Le Breton il est sociologue et du coup il est allé rencontrer des patients pour avoir aussi leurs témoignages. Et en fait ces différents patients en général ils parlaient beaucoup du fait de se sentir humain tout simplement et de pas juste avoir à arriver chez le médecin et avoir l'impression qu'on ait un problème à résoudre et point. Et il parle aussi notamment, il y a plusieurs patients qui parlent du rapport aussi avec le médecin traitant. C'est pas forcément celui qui va avoir la décision finale et qui va donner toutes les réponses, mais c'est celui qui va écouter. Et quand on est écouté en tant que patient, déjà, ça change beaucoup de choses. La personne de mon entourage dont je vous parlais, je crois qu'on a dû lui proposer 1 ou 2 fois de faire un suivi psy, et sinon c'était en mode bon bah ça a l'air d'aller, vous tenez le coup, et genre on passe à autre chose, et en fait
on n'interrogeait pas plus comment ça allait mentalement, parce que c'est une personne qui a une forte résilience, mais qui en fait ne devrait pas vivre avec ces douleurs-là. Et donc il n'y a pas vraiment d'accompagnement plus que bon bah prenez des antidépresseurs et allez salut, j'espère que ça va passer pour vous, ou de passer de centre antidouleur à centre antidouleur, sans toujours aller au fond du problème, et parfois sans non plus croire le patient en fait. Je vous parle d'un cas précis, hein, bien entendu, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais pour avoir vu cette personne depuis 10 ans, voire je sais pas combien de personnel de santé, ah ça déprime, je me dis au bout d'un moment on devient fou en fait. Et ça m'a permis aussi de remettre un peu en perspective ce que moi je pouvais faire pour cette personne dans mon entourage et de pas être centrée sur moi, parce que parfois quand on a quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien depuis longtemps, on finit un peu par en avoir marre, alors qu'en fait la personne aussi elle en a marre et elle y est pour rien, donc c'était trop intéressant. Et un autre livre du coup qui parle un peu de ça, c'est Anthropologie de la douleur, que je suis en train de lire. J'ai commencé à corner quelques pages, oulala, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il parle aussi beaucoup de la douleur et comment est-ce que quand on a vraiment des douleurs dans le temps qui persistent, il faut réussir à faire le deuil de soi et qu'on a parfois l'impression de vivre un peu à côté de soi. J'ai trouvé ça hyper intéressant et comment en même temps cette douleur, c'est ce qui nous rattache à la vie. Je vous invite fortement à lire ces livres, ils sont passionnants. Et le dernier que j'ai pas là tout de suite, il s'appelle Corps abîmé et il est coécrit avec Denisa Butnaru. La question du corps et du rapport au corps, c'est donc un truc dont je parle énormément avec ma psy. Je suis même suivie par une diététicienne, là on arrive un peu à bout je pense de mon travail avec elle, mais toutes ces questions justement du corps et de la tête et comment on lit tout ça, on en parle énormément parce que j'ai un peu cette impression qu'il y a mon corps d'un côté, ma tête de l'autre et qu'on n'arrive pas toujours à communiquer ensemble et que ma tête essaye très souvent de prendre le dessus et que j'ai beaucoup de mal à écouter mon corps. Ça avance, hein, ça progresse de plus en plus, mais j'ai eu beaucoup de périodes où j'avais énormément de mal à écouter mon corps et en général c'est juste mon corps qui finit par me mettre un gros stop. Genre, je sais pas, je tombe malade ou ce genre de truc que sait très bien faire le corps. Et pour ça, ma psy, elle m'a conseillé un autre livre. Il s'appelle Le Moi Peau de Didier Anzieux. Il explique dans ce livre comment ce qu'on a vécu dans notre vie et surtout à un très jeune âge, ça a une influence sur notre rapport au corps et à notre peau. Il parle beaucoup surtout de l'enfance et comment à cette période-là, il se joue énormément de choses et qu'après, ça a une grosse influence sur comment on entretient notre relation avec notre corps. Et il parle justement de toutes les choses qu'on a pu vivre à cette période-là et qui ensuite se logent dans l'inconscient. C'est vraiment le bon gros cliché de si je suis en thérapie, c'est la faute de papa et maman, mais c'est en tout cas, là je vous le dis en mode vanne, c'est plus histoire d'essayer de comprendre comment certaines choses qu'on a pu vivre à un certain âge, ça continue d'avoir une influence sur nous et pourquoi. Il parle aussi beaucoup du rapport avec la mère et comment est-ce que à un moment on n'est que un avec notre maman et qu'après on se retrouve un peu tout seul et il faut construire son identité tout seul. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est quand même un livre bien compliqué, hein. Peut-être j'ai pas tout compris, mais ça évoque quand même des choses hyper intéressantes sur qu'est-ce qui définit le moi et comment est-ce que la peau c'est la barrière physique qui détermine ok où est-ce que mon moi il s'arrête. Et j'ai trouvé ça assez éclairant justement, qu'est-ce qui délimite le moi et que le moi il change un peu constamment. C'est vraiment notre contenant et c'est ce qui nous permet aussi d'être en sécurité. Donc voilà, je vous en dis pas trop parce que lecture un peu galère, mais si le sujet vous intéresse, voilà, au moins vous avez la ref. Ensuite je voulais vous parler de 2 livres que ma psy m'a conseillé il y a assez longtemps, que j'ai lu un peu dans le cadre où je me questionnais sur l'amour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez pas, mais j'adore cette thématique. La question de qu'est-ce qui fait qu'on aime les gens, comment on définit un couple avec tous les enjeux de ce qu'on peut attendre de la personne, mais en même temps c'est jamais très bon d'avoir des attentes. Où est-ce qu'il y a de la liberté dans le couple, enfin tout ça je trouve ça passionnant. Aussi tout ce qui est question d'attachement, la peur de l'abandon, etc. C'est un grand sujet de conversation avec ma psy. Et pour ça elle m'a conseillé 2 livres du sociologue Erich Fromm. Le premier c'est Avoir ou être et il évoque justement tout plein de problématiques et il parle notamment du matérialisme. Comment est-ce qu'on se construit en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a. Pourquoi est-ce que par exemple posséder plein d'objets, il y a des gens que ça rassure et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres, au contraire ils vont être dans un truc de minimalisme et moins ils vont posséder de choses et mieux ils vont se sentir. Et je trouvais ça hyper intéressant d'interroger le avoir et le être. Et moi je suis beaucoup du côté de l'avoir je pense. Et c'est ça qui me rassure, d'avoir des choses. Et je trouve ça intéressant justement de peut-être changer un peu de perspective et de me poser les questions sur qu'est-ce que je suis plus que ce que j'ai. Je me sens moi-même perdue dans cette phrase. Et typiquement, moi je le lisais pour le côté un peu couple où ça m'intéressait de qu'est-ce qu'on a dans le couple et qu'est-ce qu'on est. Du coup, j'ai continué dans ma lancée avec un autre livre de ce monsieur qui s'appelle L'art d'aimer. C'était pas du tout pour moi, je l'ai même pas fini. En fait, il nous parle d'amour, mais forcément d'un côté très détaché. Donc moi, ça m'a pas trop parlé. Et pour lui, l'amour, c'est pas un sentiment, mais ce serait un exercice. Quelque chose qu'on entraîne quoi. Donc là moi j'étais en mode ok, où est le romantisme? Après malgré tout quand on est en socio machin peut-être faut mettre le romantisme de côté, mais
La manière dont c'était écrit, bon c'est un livre qui date je crois des années 80. Ah non je viens de vérifier, il date de 1956. Donc bon, c'est quand même assez daté, on est sur un côté bien hétéronormé. Et il explique que la plus belle forme d'amour et la plus grande forme d'amour, c'est notre relation à Dieu. Pareil, ça m'a pas parlé énormément. Après, je pense que c'est intéressant d'explorer les questions de religion. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on fait avec ma psy en thérapie. Ensuite, je voulais vous parler un peu de fiction, comme promis. Et j'ai commencé avec 3 livres d'Amélie Nothomb. J'avais lu qu'un seul livre d'elle jusqu'ici, donc j'étais trop contente de lire d'autres choses. Et ma psy est très fan. Je l'ai lu surtout pour explorer toutes les questions de relations familiales et de quelle place on occupe dans la famille. C'est un truc qui me travaille parce que du coup je viens d'une famille nombreuse et le moment où j'ai déménagé et où j'ai quitté la maison, je suis la petite dernière en plus, donc bon c'était pas évident et je me définis beaucoup en fonction de ma famille et c'est quelque chose que j'essaye de faire de moins en moins et peut-être trouver aussi ma place toute seule. Donc j'ai trouvé que les livres d'Amélie Nothomb étaient hyper intéressants et peut-être moins dans le côté très fantasmé de la famille que je peux avoir et que j'ai pu avoir en tout cas à un certain moment et de plus être en mode ok bah, personne n'est parfait et en fait ça nous permet de déconstruire des choses, on va dire. Du coup, tout ça est beaucoup accompagné par la question du sacrifice dans la famille, de se donner, d'être là pour les autres. Et donc ma psy m'a conseillé de lire en premier Soif, qui nous raconte l'histoire du Christ quelques heures avant sa crucifixion avec son point de vue. Déjà, c'est très moderne, c'est bien écrit, ça se lit comme un petit roman hyper tranquille loulou. Et j'ai trouvé hyper intéressant de lire ces réflexions très humaines et de voir aussi comment ce que lui il traverse, ça ne touche pas seulement lui, mais aussi toutes les personnes qui l'entourent. C'est très court, hein, donc je vous en dis pas plus. Si jamais à Matimijano vous voulez aller le découvrir. Et le deuxième livre que j'ai lu d'Amélie Nothomb, c'est Frappe-toi le cœur, qui est un titre franchement incroyable, c'est une citation d'Alfred de Musset. C'est l'histoire de Marie, elle a tout pour plaire, clairement c'est une belle gazelle, elle vit en province et puis elle va se marier, avoir un premier enfant, une petite fille, et en fait elle va être hyper jalouse de cette petite fille parce que tout le monde va l'aimer et peut-être qu'elle va se dire que les gens l'aiment plus qu'elle, la trouver plus belle, machin, alors qu'elle elle est devenue un peu cette image de femme au foyer et qu'elle est pas du tout fan de l'idée. C'est un livre que j'ai trouvé hyper intéressant du coup pour parler des relations familiales et surtout de ce rapport mère-fille et comment en fait parfois c'est pas tout aussi beau qu'on pourrait le croire. C'est tellement bien écrit que ça nous met hyper mal à l'aise d'avoir cette relation entre les deux. Ces relations un peu intriquées en famille, elle en parle aussi dans le livre des sœurs qui nous raconte l'histoire d'un couple qui s'aime tellement qu'en fait ils laissent pas beaucoup de place à leur fille. C'est hyper triste à lire. C'est une petite fille qui du coup va se construire un peu comme elle peut, sans trop déranger, sans trop prendre de place. Ça c'est quelque chose qui me parle. Quand t'arrives un peu dernier dans la famille, tu t'adaptes un peu en fonction de ce qu'il y a autour et tu essayes de pas faire trop de bruit. Donc son personnage il m'a pas mal parlé. Et ce qui va lui faire beaucoup de bien dans la vie, c'est l'arrivée de sa sœur Laetitia et comment en fait est-ce que Laetitia elle va bien se rendre compte qu'il y a un problème avec leurs parents et comment est-ce que d'une certaine manière elles vont essayer de construire leur petite famille à côté et faire du mieux que possible avec leurs parents qui vraiment ne laissent pas de place pour leurs enfants. Et ça je trouve c'est hyper intéressant de qu'est-ce qui fait qu'on devient parent. À mon sens il y a plein de parents qui en fait n'avaient peut-être pas pris en compte la place que peuvent prendre des enfants, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Je dis beaucoup le mot intéressant, je suis une femme très intéressée. Mais c'était hyper chouette de découvrir différents livres d'Amélie Nothomb. Je trouve qu'il y a une vraie beauté dans sa manière d'écrire et une vraie fragilité et en même temps une forme c'est assez brut et j'aime beaucoup, je trouve qu'on ressent beaucoup la personne derrière et elle a une vraie sensibilité, donc hyper hâte de découvrir d'ailleurs son dernier livre là qui sort pour la rentrée littéraire. Sur la question d'ailleurs d'être la Benjamine de la famille, ma psy m'a recommandé La petite dernière de Fatima Das que j'avais déjà lu, mais je comprends tout à fait pourquoi elle m'en a parlé. C'est une autrice hyper jeune, c'est son tout premier roman et c'est écrit un peu comme une forme de journal intime. C'est une jeune fille justement qui est la petite dernière et qui va nous raconter ses expériences de vie. C'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans je crois, ouf, peut-être 3 ans. Le temps file, hein, c'est un truc de fou. Elle est française d'origine algérienne, elle est musulmane, elle est banlieusarde et en fait c'est toutes ces identités un peu mélangées entre guillemets dont elle va nous parler. Quand je dis mélangées, c'est dans le sens où parfois on a l'impression qu'on est un petit bric-à-brac de plein de trucs. Je sais pas si vous ressentez ça, mais moi parfois j'ai l'impression que je suis un mélange de plein de trucs et j'arrive pas à articuler pour que ça fasse un seul truc. C'est très Lego comme expression. Mais justement c'est de ça dont elle nous parle et je trouve que c'est pareil, très fluide, très bien écrit. Ça se répète un petit peu alors que c'est très très court, mais en tout cas ça donne hyper envie de découvrir la suite des livres de cette autrice. Attendez, non mais mon appareil photo il s'est carrément mis en surchauffe. Je crois qu'il apprécie la chaleur autant que moi. Du coup, le dernier livre, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop là. Le dernier livre que ma psy m'a recommandé, c'est Laver les ombres de Jeanne Benhamer, pareil, qui est tout petit, c'est de la fiction et que j'ai
beaucoup aimé. Une fois de plus, j'ai gardé quelques pages. Alors, on est sur une thématique encore de trucs de rapport au corps et rapport avec la famille. C'est l'histoire de Léa qui est danseuse, qui danse pour tout soigner, un peu comme moi quand je vais à la Zumba le samedi matin. Et elle va aller voir sa maman pour parler notamment de son enfance et de choses pas très chouettes qui se sont passées avec son papa. Et c'est un livre que j'ai lu dans les transports en commun. Je ne recommande pas parce que ça fait pleurer. Hein. Oh là là. J'ai été hyper touchée en fait sur la relation qu'elle a avec sa maman Léa, parce que clairement sa maman, elle est loin d'être parfaite. Et ça reprend justement comme dans Les Tourbillons dont je vous parlais tout à l'heure. Où est-ce qu'il est le petit? Il est ici. Hop là, ça reprend justement tout ce côté de les parents sont faillibles et où en fait elle voit beaucoup limite l'enfant intérieur un peu pas soigné de sa maman parce que sa maman elle a pas fait un travail sur elle, etc. Et c'est hyper touchant ce moment où tu as l'impression que ta maman c'est quelqu'un qu'il faut protéger et qui n'a pas été protégé. Oh, ça me flingue! Justement sur ce côté où elle doit protéger un peu sa maman, j'ai trouvé ça trop beau, elle dit « Il faudrait avaler le corps de la mère, la dévorer, l'aimer complètement, dans son ventre à elle, protéger, inverser les matrices. » Et elle interroge aussi pourquoi ses parents l'ont mise au monde alors que peut-être c'était pas un couple parfait qui allait très bien, et ce dont on parlait tout à l'heure sur la question de pourquoi est-ce que les gens font des enfants. Et elle a beaucoup de rancœur et de colère par rapport à ça, et du coup elle dit « Pourquoi vous avez fait un enfant ?» La voix de Léa est dure, elle n'a pas pu s'en empêcher. La vieille dame frémit, elle croise les doigts, fort, main bien à plat devant elle. Elle regarde la jeune femme droit dans les yeux. Les mots sortent, fermes. Parce qu'on s'aimait, ma fille. Pareil, je sais pas, ça me flingue. En ce moment aussi, le côté voir un peu nos parents vieillir, de plus être dans l'enfance et enfin bref. Je sais pas pourquoi c'est un sujet en ce moment. Ça me flingue, ma team Jeannot, vous l'aurez compris. Voir aussi le temps qui passe, c'est pas évident, et de voir que les gens qu'on aime, ils vieillissent aussi, et forcément ça fait un peu peur. Moi le deuil c'est un truc, ça me terrifie. Si je commence à en parler, sortez les mouchoirs. Donc c'est un livre hyper court mais qui a eu un grand impact, qui est très émouvant. Mais donc voilà ma team Jeannot, c'est tous les livres dont je voulais vous parler. Il y en a beaucoup, hein, dis donc. On s'est fait plaisir Laetitia, et en tout cas j'espère qu'il y en a qui ont retenu votre attention, surtout Les Tourbillons de Flore Servet des éditions Alice qui ont le plaisir de sponsoriser cette vidéo. Une fois de plus, si vous avez besoin de vous faire accompagner, demandez de l'aide, ma team Jeannot, il n'y a aucune honte. Moi j'étais la première à être en mode oui je peux tout faire, j'ai besoin de personne, machin. C'est pas vrai, personne n'est invincible, et ça fait du bien aussi d'être accompagné, d'avoir du monde, que ce soit des professionnels de santé ou juste des proches de la famille, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'il y aura une partie 3 dans quelques années, hein, parce que là ça fait beaucoup de lectures. Je vais aller vers des lectures un peu fun parce que c'est ça aussi quand on fait une thérapie et qu'on prend soin de soi. C'est important aussi de se laisser de l'espace, ça vous l'aurez peut-être compris. C'est pas ma grande spécialité, mais j'ai envie de me laisser de l'espace, et où parfois la meilleure chose à faire pour prendre soin de soi, c'est de faire autre chose, d'aller se détendre et de lire un petit bouquin qui n'a rien à voir avec sa thérapie. Donc c'est ce que je vais aller faire. Ça a été un plaisir en tout cas de vous faire cette vidéo, et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!